Je vous remercie. Donc, on va appeler les experts. Thierry, hop. Martine, Nice. Donc, on aimerait bien que les experts se présentent sur la scène. OK, vous êtes? OK. Barbara Tomaso, que j'ai vue, elle est là. Marie-Laure Gamet. Elle est où, Marie-Laure? J'appelle Marie-Laure Gamet. Voilà. Donc Thierry, OK. Robert Cario. OK. Et Julie Carpentier. Dans l'ordre de parole. Oui, dans l'ordre de parole. Ouais, tu peux, oui. OK. Est-ce que tu le retrouves ici? Donc il est 10h40. Là? Non. Bonjour. Donc nous allons commencer très rapidement. Je vous remercie de vous installer rapidement. Vous pouvez... Oui, ça fera gagner du temps. Bon, c'est bon. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir au pupitre Aurélien Varnoux et Jean-Christophe Noël. Donc, comme ils sont deux, nous doublons le temps de présentation orale. Donc, ils auront 20 minutes. Messieurs, à vous. Chacun un. Merci. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. On a été missionné à deux. On s'est dit on va faire un rapport écrit à 4 mains et on va parler à 2 voix. Et comme ça, on a la chance d'avoir 20 minutes pour déployer un petit peu notre propos qui concerne l'articulation entre le parcours pénal du mineur qui est confié à la protection judiciaire de la jeunesse en particulier, et puis les secteurs de soins qui sont sollicités ou très sollicités à des moments différents du parcours et peut-être pour des tâches différentes. On va essayer de préciser tout cela. Petite précision, donc Aurélien Varnoux, je suis pédopsychiatre, responsable de l'unité sanitaire de soins santé mentale à la maison d'arrêt de Villepinte et au centre de détention de Châteauroux par ailleurs. Et puis je fais quelques expertises pénales aussi au tribunal judiciaire de Tours. C'est important parce qu'on y fait référence dans le rapport écrit et j'en reparlerai peut-être un petit peu pour ajouter 2-3 éléments par rapport aux propos d'un collègue d'hier, enfin sans aller trop loin. Merci Aurélien. Jean-Christophe Noël, donc directeur territorial pour la protection judiciaire de la jeunesse des départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse-Vosges. Et j'interviens ici à la demande de la DPJJ que je remercie. Je voulais remercier également la fédération et le comité d'organisation. Alors, on n'a évidemment pas de lien d'intérêt. Je dois me permettre de dire que j'ai travaillé pendant longtemps à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ce qui me permet de ne plus avoir, puisque ce n'est plus le cas actuellement, ni de conflit de loyauté, et puis une liberté de ton, puisque je ne travaille plus pour la protection judiciaire de la jeunesse. Vous pouvez vous mettre face au pupitre, messieurs, parce que là, on ne vous entend pas dans les micros. D'accord. Donc, c'est chacun son tour, et pour parler dans les 2 micros, s'il vous plaît. OK. Voilà. Merci. Voilà. Parce que vous avez un écran... Alors, pour ma présentation, je ne reviens pas dessus, je suis pédopsychiatre en milieu pénitentiaire. Le mineur poursuivi pour des affaires à caractère sexuel, infracteur, rentre dans un système extrêmement complexe où plusieurs institutions et partenaires sont censés s'articuler et la protection judiciaire de la jeunesse en particulier reçoit un mandat et des ordres de la part des magistrats et doit mettre en place la partie d'évaluation, la partie de prestations éducatives et puis la partie aussi de partenariat, notamment pour ce qui concerne le soin, mais ça concerne aussi le retour vers l'école ou l'insertion professionnelle, le cas échéant. Merci pour le support visuel. Cet accompagnement des mineurs a été redéfini en 2021 dans le cadre du Code de justice pénale, on en a parlé longuement. L'idée étant de préserver la valeur idéologique qui est chevillée au corps de l'éducation surveillée puis de la protection judiciaire de la jeunesse, à savoir des réponses éducatives qui sont privilégiées par rapport aux réponses répressives. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est une des 5 directions du ministère de la Justice qui a pour mission l'évaluation, la protection, l'éducation, l'insertion, la lutte contre la récidive. C'est 9500 professionnels, évidemment beaucoup d'éducateurs, des professeurs techniques, des assistants sociaux et puis des psychologues
Leur rôle est extrêmement important, non seulement pour l'évaluation psychique, psychopathologique, mais aussi pour la question du lien avec les services de soins. On y reviendra tout à l'heure. Les mineurs infracteurs sexuels, ils ne sont pas tout à fait pareils, ni sur le plan du profil psychique, ni sur le plan du parcours biographique que les mineurs délinquants non infracteurs sexuels. Ça a été dit un petit peu ce matin, mais on va essayer de réinsister là-dessus, parce que les propositions qu'on va leur faire, à la fois sur le plan éducatif, mais sur le plan du soin, sont peut-être un petit peu différentes. L'autre élément particulièrement important pour la PJJ concernant les infracteurs sexuels, c'est aussi de se dire que les actes commis sont parfois parfaitement irreprésentables, impensables pour les équipes éducatives. Il y a aussi un peu ce mouvement de psychiatrisation qui est un peu à l'œuvre quand on n'arrive plus à proposer une réponse éducative ou plus à comprendre les faits qui sont commis. On va se tourner vers ceux dont on pense qu'ils feraient mieux, les services de soins en l'occurrence. Les victimes sont souvent très jeunes et les auteurs sont souvent un petit peu plus jeunes en moyenne que pour les autres actes de délinquance. Et puis, l'enjeu du partenariat, il est très spécifique parce que cette question un peu presque du soin institutionnel et des enveloppes partenariales qu'il va falloir construire pour garantir non seulement le bien-être psychique du mineur poursuivi, mais aussi éventuellement la prévention de la récidive. Ça, c'est des enjeux tout particuliers qu'on essaiera de développer. Donc Aurélien vient de le rappeler par rapport aux chiffres, et les chiffres vous ont été rappelés depuis le début de cette audition, donc je ne vais pas insister, mais la majorité des mineurs auteurs de violences sexuelles sont des garçons, avec cette proportion de 30% qui sont âgés de moins de 13 ans. On l'a dit et redit, mais est-ce que, si j'y reviens, c'est parce que c'est quand même interrogeant par rapport aux actes de cette tranche d'âge qui s'inscrivent parfois dans un contexte familial apparemment ordinaire, sans signe avant-coureur. Le passage à l'acte semble alors difficile à comprendre, aussi bien pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse que pour les parents. On l'a dit aussi, Aurélien vient de le rappeler, mais ça vous avait été développé hier. Notre intervention intervient dans une justice spécialisée, notamment consacrée par le Code de justice pénale des mineurs. Le traitement des infractions à caractère sexuel suit les mêmes procédures pénales que pour les autres catégories d'infractions. Naturellement, on doit faire exception des informations judiciaires et des affaires au juge d'instruction, mais ça vous avait été également dit. L'accompagnement de la PJJ reste omniprésent à tous les stades de ces procédures. À titre d'exemple, même si elle a été déjà développée, je viendrai ici parler de la période de mise à l'épreuve éducative, qui permet de travailler précocement avec le jeune et bien avant le jugement sur la sanction. C'est là qu'on retrouve la mesure éducative judiciaire, avec ces modules qui permettent le renforcement de la prise en charge. Et ces mesures sont mises en œuvre par les services de milieu ouvert. La capacité de discernement qui a été également très abordée, je n'y reviendrai pas dans le détail, juste pour enfoncer définitivement le clou, c'est une possibilité quand le mineur n'est pas poursuivi pénalement, de l'orienter grâce au parquet, mais grâce aussi au concours de tout le monde, notamment des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui font le recueil de renseignements socio-éducatifs, de l'orienter vers des mesures en assistance éducative et qu'il n'échappe pas à la prise en charge qu'il mérite d'avoir et qu'il mérite de bénéficier. La singularité du public, on y est revenu aussi à plusieurs reprises. Les actes commis peuvent, il faut le dire, parfois heurter les professionnels. Ils cumulent ce public des vulnérabilités, fragilité psychique et souvent absence d'antécédents judiciaires, notamment lorsque les faits se sont déroulés dans un contexte intrafamilial. Leur profil se distingue souvent des autres mineurs pris en charge. Marie Romero l'a identifié et vous l'a redit ce matin. Il s'agit donc notamment d'évaluer sans projeter et d'agir sans surpathologiser. Pour faire face à la complexité des situations et soutenir les professionnels, des partenariats sont régulièrement développés, notamment avec les CRIAFS ou encore avec les centres de ressources. Ces structures n'interviennent pas toujours directement auprès des jeunes, mais elles offrent formation, appui clinique et relais avec le secteur de la santé mentale. Il faut intensifier ces collaborations et qu'elles puissent être homogènes sur l'ensemble du territoire national et outre-marin. Les réponses judiciaires comme les prises en charge éducatives doivent donc rester individualisées. Elles doivent conjointement viser la non-récidive, non seulement par la sanction, mais surtout par un accompagnement éducatif structuré, protecteur et inclusif. Le travail éducatif mené par la PJJ commence donc dès les premières étapes de la procédure judiciaire, avec le recueil de renseignements socio-éducatifs qui a été peu identifié jusqu'ici, mais encore une fois, Marie Romero a eu le réflexe, et je le remercie de l'indiquer. On est le travailleur social que le mineur rencontre en premier.
Il peut aussi débuter par une mesure judiciaire d'investigation éducative qui a été très largement développée hier. Dans tous les cas, ce travail doit se concrétiser par une évaluation continue et approfondie du jeune, de son environnement, tout au long de sa prise en charge. L'évaluation ne s'arrête jamais. Elle s'appuie, cette évaluation, sur des outils précis, notamment un référentiel publié par la PJ en 2023 sur l'évaluation des situations des jeunes pris en charge au pénal. Ça a été mentionné hier par le public. Elle doit reposer sur une approche pluridisciplinaire. Il ne s'agit pas d'évaluer uniquement l'acte, mais aussi la personnalité, l'histoire, l'environnement familial, la maturité affective, les représentations de la sexualité et d'autres, naturellement, domaines. La dimension psychologique et sanitaire reste également centrale. Il ne s'agit pas ici de médicaliser systématiquement l'acte, l'irresponsabilité psychiatrique étant rarement retenue. En revanche, lorsqu'un trouble psychiatrique est suspecté, notamment dans le champ du neurodéveloppement ou du traumatisme, une orientation vers le soin peut être proposée par la PJJ, en tout cas travaillée par la PJJ, hors de l'évaluation judiciaire, dans le respect du secret professionnel. Sur la slide 5, je reviendrai sur cette slide plus tard, quand il s'agira du milieu ouvert. On va passer à la slide 7. La prise en charge des mineurs auteurs de violences sexuelles est un enjeu de société majeur. Il faut le rappeler, mais ça l'a été fait à maintes reprises. Elle nécessite à la fois une rigueur judiciaire, une approche éducative personnalisée, un appui psychologique, un réseau de compétences. Une finalité claire, c'est protéger la société, soutenir les victimes et donner des perspectives à ces jeunes de se reconstruire sans reproduire de violence. Venons sur les dispositifs en matière de placement. Pardon ? Ah, oui, excuse-moi. Un tout petit, voilà, c'est ça la difficulté d'être à deux, c'est qu'il faut être bien coordonné. Un tout petit mot sur l'évaluation. C'est important aussi de situer non seulement qui fait l'évaluation, de quelle place institutionnellement et à quel moment de la chaîne pénale. Le rôle d'un psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse n'est non seulement pas d'actionner une proposition de soins au sens thérapeutique du terme, mais est bel et bien un acteur des équipes éducatives du ministère de la Justice, qui donc travaille sur la prescription d'un magistrat et à des fins de rapport éducatif et psychologique qui doit amener à une décision de justice. Donc par définition, il y a un biais dans l'évaluation, et les psychologues savent très bien jouer avec cela, et le rôle et la mission d'un psychologue, d'un CMP par exemple, ne sera pas du tout le même. Ce qui amène à une question de séparation des missions et donc des espaces sur lesquels on essaiera de revenir. Donc, le ou la psychologue de la protection judiciaire à la jeunesse a vocation à faire une évaluation psychologique, psychopathologique, avec les compétences des psychologues cliniciens qu'ils et elles sont, peut-être à essayer d'éclairer, au regard de ce fonctionnement psychique, la raison de la commission des faits, d'éclairer le travail des éducateurs pour pouvoir élaborer aussi une prestation, une proposition éducative pour le jeune, et puis, le cas échéant, en fonction des symptômes relevés, d'orienter vers le soin et donc de nouer ce partenariat avec, j'allais dire, des services de soins sanitaires, c'est-à-dire du service public de soins ou du service privé, mais en tout cas qui a des fonctions thérapeutiques. Ça, c'est l'évaluation. Le deuxième point sur lequel c'est important de revenir, c'est que si jamais le mineur a déjà un suivi dans un CMP ou autre service de soins, la question est de savoir si ce service de soins peut contribuer à l'évaluation qui a pour finalité la décision de justice. Pour ma part, la réponse est claire, ce n'est pas possible. Pour des questions de périmètre d'action, de confidentialité, de contrat de soins avec le mineur, on ne peut pas parler aux éducateurs ou aux psychologues de la PJJ lorsque l'on sait qu'il va y avoir un rapport écrit destiné aux magistrats. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas à un moment donné avoir des espaces pour partager quelques informations. Peut-être qu'une fois que la sanction pénale, une fois que l'audition de jugement est passée, ça change un petit peu la donne quand même. Donc ça, on essaiera d'y revenir. Malgré tout, c'est quand même les psychologues qui sont le plus à même de passer un coup de fil au service de soins pour expliquer la problématique et accompagner vers le soin. Je ne dis pas que c'est aux psychologues d'accompagner physiquement, c'est aussi le métier des éducateurs. Ça, c'est un autre enjeu de ce partenariat et de cette enveloppe institutionnelle qu'il faut parvenir à créer. Et la dernière chose, c'est que si vraiment le service éducatif... Ah oui, 5 minutes, bon, voilà, il faut y aller, bon... s'il y a une nécessité d'un avis technique spécialisé, le cadre est déjà défini par ce que l'on appelle l'expertise psychologique ou psychiatrique. Tout a été dit hier. On enchaîne donc sur les dispositifs. Le placement éducatif a été également évoqué. Je le rappelle ici, il est multiple. Unité éducative, centre éducatif fermé, renforcé, lieu de vie, famille relais,
Le placement vise l'éloignement, mais aussi la protection, dans tous les cas, il nécessite une vigilance particulière pour ce public, pour éviter les stigmatisations, instaurer un climat de confiance et garantir la confidentialité. Petite digression sur les centres éducatifs fermés, c'est à partir de mesures de sûreté, contrôle judiciaire, sursis probatoire ou aménagement de peine qu'on peut travailler sur un parcours en centre éducatif fermé. Ces placements permettent d'intensifier la prise en charge ou d'accompagner une exécution de peine. Ils permettent une prise en charge globalisante, protection, surveillance, insertion. Travailler notamment sur les aspects de la santé, et notamment la poursuite des soins, l'accès aux droits est travaillé, l'accès aussi à d'autres domaines comme le sport ou la culture. En fonction des besoins, le placement peut être aussi renforcé par une prise en charge en journée développée par les unités d'activité de jour de la protection judiciaire de la jeunesse. Là aussi, ça a été évoqué, mais sur la détention, les chiffres, je ne reviendrai pas dessus. On est sur un public quand même minoritaire en détention quand il s'agit de prisons fermes, l'incarcération étant souvent réservée aux infractions les plus graves pour les mineurs auteurs de violences sexuelles. Ils sont très souvent exposés à des risques accrus quand ils sont placés en détention: agression, isolement, risque suicidaire. 3 régimes généralement qu'on retrouve dans les établissements de placement pour mineurs ou pour les quartiers mineurs: le régime standard, le régime de responsabilité, le régime renforcé, ces 3 régimes déclinant la prise en charge en journée. Leur prise en charge repose sur une coordination étroite entre les équipes de protection judiciaire de la jeunesse, de l'administration pénitentiaire, des services de santé et de l'éducation nationale pour préparer un projet de sortie, un aménagement de peine ou encore un passage à la majorité quand la détention couvre ce passage-là. L'action éducative en milieu ouvert est centrale. Elle est le socle du parcours de la prise en charge éducative. L'éducateur référent de la situation est notamment chargé de coordonner ce parcours. Il peut coordonner plusieurs modules en même temps: un placement, un module insertion et le module santé, de participer à l'aide à la décision des magistrats, à lui rendre compte de l'évolution des situations, de lui signaler également les incidents, à lui formuler toute proposition utile et adaptée. Au besoin, et c'est très souvent le cas pour les mineurs auteurs de violences sexuelles, de réunir la pluridisciplinarité nécessaire autour de la situation: assistant de service social, psychologue, mais pas que, conseillers techniques en promotion de la santé qui sont dans les directions territoriales ou d'autres conseillers techniques, notamment sur l'insertion, ou encore de mobiliser des ressources extérieures sur les partenariats. L'action éducative en milieu ouvert peut commencer par un travail sur l'acte lui-même. J'ai bien dit peut commencer sur l'acte lui-même, comprendre sa genèse, aider le jeune à en parler, à le situer dans son parcours, à mesurer les conséquences. Cela suppose des outils et des pratiques adaptés: entretien en binôme, groupe de parole, médiation. Cet accompagnement repose également sur une posture professionnelle claire, non jugeante, sécurisante, respectueuse de l'intimité. Ça engage un travail sur les émotions, la sexualité et le consentement. Le positionnement de l'éducateur est fondamental. Il doit se former en permanence, interroger ses représentations et pouvoir s'appuyer sur un travail en binôme pour éviter l'isolement et les impacts émotionnels. Et le travail en milieu ouvert concernant les familles est un levier central, parfois difficile, quand les faits ont concerné naturellement l'entourage familial. Il s'agit de soutenir la parentalité, d'accompagner les ressentis de la culpabilité ou du rejet, de maintenir les liens quand cela est possible, notamment par le biais des visites médiatisées. 2 minutes, alors là, il faut vraiment qu'on accélère. Santé, éducation, oui. Attendez, j'en suis où? Très personnel, suivant. Attends, merci. Hop, pardon, on va y arriver. Hop. Quelques mots sur la prise en charge de la santé des mineurs. Il a été dit que dans ce module éducatif judiciaire, la question de la santé doit être abordée. Je crois qu'il s'agit là de prescriptions destinées aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il ne s'agit pas là d'une obligation de soins qui se cache derrière ce module santé. La PJJ a tout un programme de promotion de la santé sur laquelle on a plein d'actions à pouvoir mener. La deuxième chose, c'est que si le mineur a une demande de soins ou une possibilité d'aller vers le service de soins, la question est, est-ce qu'il y a une indication de soins? Si le mineur en formule la demande, il faudra pouvoir lui proposer quelque chose. Je crois vraiment qu'en plus, l'infraction, elle est parfois culpabilisante aussi par le mineur. S'il a une demande, il faut lui proposer. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a une approche psychocriminologique, très portée sur les faits, ou est-ce qu'on a une approche plus psychopathologique, s'intéressant au fonctionnement du sujet? Est-ce qu'on va avoir un espace qui est fermé, purement hermétique et géré par le service de soins et donc qui n'est pas ouvert aux yeux et aux oreilles de la justice? Ou est-ce qu'on a un espace partagé dans lequel on accepte de faire une action psychoéducative en présence des éducateurs ou des psychologues de la PJJ? Et puis ensuite, il y a, pardon d'aller un petit peu vite, et puis ensuite, il y a
Hop. Oh, mais je ne sais pas dans quel sens je vais. Pardon. On n'arrête pas de faire. Pardon. Et ensuite, sur la question du contenu, je crois qu'il faut que les services de soins puissent se dire aussi, il y a des mineurs qui ont besoin de soins qui n'en demandent pas. Et à ce moment-là, s'intéresser à ce que l'on leur propose, c'est quand même fondamental. Aujourd'hui, les CMP sont ce qu'ils sont en termes de ressources humaines. Je n'ai pas de raison de penser que les compétences cliniques ne permettent pas d'accueillir les mineurs infracteurs sexuels. Par contre, les dispositifs sont-ils à ajuster ? Je pense notamment à beaucoup de médiation, beaucoup d'approches psychocorporelles. Ça, c'est des choses qui marchent plutôt bien avec des mineurs qui ont des problématiques de schéma corporel, d'archaïsme, de sensations. Bon. Et puis le troisième axe sur lequel on travaille beaucoup, alors en pédopsychiatrie, mais dans ce champ-là en particulier, c'est le travail avec les familles, même en détention. Il y a des possibilités de téléconsultation, les parents chez eux, le mineur dans le bureau du pédopsychiatre. Ça marche plutôt bien pour ces mineurs très alexithymiques, très en manque de repères et d'historicisation, que les parents amènent un peu le récit familial, éventuellement les antécédents traumatiques. C'est important. Pardon d'aller vite, et dernier point qu'on tient absolument à évoquer, c'est que ces mineurs infracteurs sexuels, ils ont premièrement un risque, tu peux passer, majeur parce qu'ils sont pour certains très vulnérables, psychiquement, cognitivement. Deuxièmement, ils sont l'objet de représailles, en détention en particulier, donc ils sont en danger en détention et dans les centres éducatifs fermés. Comment peut-on les protéger ? Et troisièmement, il y en a quand même quelques-uns qui font l'objet de notifications MDPH, vers des IME par exemple, ce qui pose la question de l'orientation et de la stigmatisation, puisque ces institutions médico-éducatives ont parfois du mal à les accueillir avec tout ce que ça véhicule comme sentiment de danger. Voilà. Merci. Voilà, merci à vous. Alors, le comité. Alors merci. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la prise en charge de ces mineurs en milieu carcéral ? Oui, je peux vous en parler. Donc j'ai effectivement été très vite sur les 3 régimes de détention. Alors on a naturellement une différence entre ce qui peut être mis en place dans les établissements de placement pour mineurs, les EPM, et les quartiers mineurs. On n'est pas du tout sur les mêmes moyens. La détention donc, répond forcément à des régimes en fonction de l'évaluation qui est faite, des comportements, intervention de l'éducation nationale, puisqu'ils vont naturellement, ils ont des heures d'enseignement, intervention des services de soins, somatiques ou psychologiques également, et intervention de la protection judiciaire de la jeunesse sur des activités socio-éducatives et sur le travail qu'on pourrait mener d'ailleurs en milieu ouvert. Donc on continue à travailler avec les parents, même si les jeunes sont dans les murs, on continue à faire ce qu'on aurait l'habitude de faire en milieu ouvert, naturellement dans un contexte bien différent. Il y a du sport, il y a de la culture, et il y a aussi des actions spécifiques sur la vie sexuelle et affective, puisqu'on fait intervenir, et je donne un exemple, par exemple au quartier mineur d'Épinal, il y a un centre sur la santé sexuelle, l'hôpital de Lunéville, qui vient mener des actions avec les gamins. Ok. Vous dressez dans le rapport finalement tout l'étendue de l'offre qui peut être proposée du côté de la PJJ, du côté des soins. Néanmoins, vous le dites, vous citez des chiffres en disant que 40% de ces mineurs n'ont pas un suivi spécifique, 40% n'ont pas accès finalement aux soins spécialisés, ce qui est quand même du coup interrogeant. Donc la question ce serait finalement quels sont les leviers pour que cette offre du côté de la PJJ, du côté du soin, rencontre en fait ces mineurs-là. Et peut-être aussi la question du travail avec les parents. Est-ce que c'est les parents qui n'arrivent pas à solliciter le soin ? Est-ce que c'est eux qui freinent ? Enfin voilà, on se posait cette question. Sur la question du soin pénalement ordonné précisément, on a parlé effectivement du chiffre de 40% de mesures honorées, ce qui effectivement est trop peu. La première question qu'on peut se poser, c'est n'y en a-t-il pas trop ? Le magistrat en prescrit et sûrement avec de bonnes intentions de dire que le soin psychique est important pour ces mineurs. Est-ce que c'est nécessaire de le faire dans ce cadre-là ? La deuxième chose, c'est que ça peut quand même être utile pour certains mineurs qui ne souhaitent pas de soins psychiques et qui ont besoin de cette contrainte pour pouvoir accéder aux soins. Ça pose le problème derrière de dans quels espaces on accepte de recevoir des mineurs dans le cadre de soins pénalement ordonnés. Là, la réalité du terrain, c'est que dans les CMP, ce n'est pas toujours des mineurs qui sont priorisés pour des questions de sait-on faire, peut-on faire dans ce cadre de soins pénalement ordonnés. Et la deuxième, c'est sur la prestation de soins qui peut être proposée dans ce type de CMP. Donc je crois qu'il faut quand même accepter de multiplier l'offre de soins pour répondre aux spécificités cliniques et au cadre légal pour ces mineurs-là.
à la fois les centres de ressources, on en a parlé tout à l'heure, mais adosser un service de soins qui a des compétences un peu spécifiques, faire des groupes de parole dans lesquels on réunit que des infracteurs sexuels. On peut pas faire d'approche psychocriminologique si on mélange des mineurs qui sont d'une part infracteurs et d'autre part pas infracteurs du tout, ça me semble. Donc d'avoir des centres ressources à l'échelle d'un territoire ou d'un département qui fait une prestation de soins spécifique pour ces mineurs, ça me semble nécessaire. Et puis la troisième chose quand même, dans les dispositifs de soins qui existent de manière assez éparse, c'est des consultations pour des personnes sous main de justice, en l'occurrence souvent des adultes, qui répond à une problématique essentiellement de secteur d'ailleurs, pas tellement à celle des soins pénalement ordonnés. Je pense à la consultation relais milieu ouvert qui existe sur l'hôpital où je travaille, qui doit pouvoir accueillir des mineurs. Et là, je ne peux qu'appeler de mes voeux qu'il y ait des pédopsychiatres dans ce type de structure pour répondre au décor institutionnel qui va avec la prise en charge de ces mineurs, parce qu'en fait, il faut accepter de parler à la PJJ. En fait, sinon, on n'arrive pas à bosser. Le maillage institutionnel et le soin institutionnel, il passe par partenariat. Effectivement, les pédopsychiatres ont peut-être plus cette culture, cette sensibilité. Ces consultations relais, elles existent à l'échelle d'un département éventuellement, et ça mériterait effectivement d'être développé, et puis d'être densifié en présence de pédopsychiatres. Encore faut-il les avoir. Et sur les parents ? Un mot sur les parents, c'est-à-dire que quand le mineur est en manque de représentation, de mots, d'historicisation, un peu alexithymique, je crois que l'apport des parents, il est fondamental. Pour le coup, je pense qu'on sait le faire en tant que pédopsychiatre, même quand on est en détention, de contacter les parents et de leur proposer de participer à des temps de consultation. Franchement, ça marche plutôt bien quand même. Donc ça, il faut le déployer. Et c'est bien ça que l'action éducative doit garantir aussi, c'est de préparer et de maintenir l'intention des parents, même si au départ ils sont dans un refus, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est bien de continuer de maintenir cette intensité pour pouvoir amener à la consultation et accompagner. C'est vraiment le boulot, là, pour le coup, des éducateurs de la PJJ. Okay. Merci. Première question. Oui, bonjour. Deuxième question. Non, vas-y. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la question du passage à l'âge adulte. Il y a souvent beaucoup d'intervenants à la minorité, puis un gros gap à 18 ans, qu'on voit même en milieu pénitentiaire avec des changements de quartier directs à la date de naissance. Ma question est donc de comment on articule la transition du suivi avec les professionnels, pédopsychiatres, puis psychiatres, PJJ mineurs, puis PJJ majeurs, cette transition. Là aussi, faut toujours remettre la notion de parcours, et l'éducateur de milieu ouvert qui est garant, qui est le socle de la prise en charge, il doit éviter toutes les ruptures. Moi, j'ai parlé du passage à la majorité, surtout en détention, où on sait aussi que ces passages-là, que ce soit pour les mineurs auteurs de violences sexuelles ou pour d'autres mineurs, est un moment délicat à gérer. Donc il est anticipé avec nos collègues des services pénitentiaires et d'insertion pénitentiaire, les SPIP, qui sont aussi à l'intérieur des quartiers, pour pouvoir travailler sur ces passages à la majorité. On a quelques maisons d'arrêt et quartiers mineurs maisons d'arrêt qui bénéficient de quartiers spécifiques jeunes majeurs pour avoir une rupture moins flagrante, moins difficile. Et puis on a aussi quelques expériences, ça a été le cas. Ça a été mené au quartier mineur de Strasbourg, où l'éducateur de milieu ouvert, malgré que le jeune majeur soit monté dans les quartiers majeurs, continue à intervenir sur les 6 premiers mois de la majorité pour être dans la continuité de la prise en charge et les relais qui doivent être construits. Ces relais-là, c'est tous les relais, c'est ceux que vous venez de citer, c'est pas que les relais entre éducateurs et conseillers de probation, c'est pas les relais entre l'administration pénitentiaire et la PJ, c'est aussi toute la suite qui est à donner dans la continuité du soin, de l'enseignement et des projets de sortie, qu'ils soient sur des aménagements de peine ou sous d'autres perspectives. Monsieur Taquet. Oui. Ici, oui. Bonjour. Bonjour à vous deux. Deux questions. Une première pour vous, Monsieur Varnoux, juste sur le guide d'évaluation de la PJJ que vous évoquiez tout à l'heure, guide d'évaluation de la prise en charge. Enfin, l'un de vous deux a évoqué, c'est vous, pardon. Je crois que la réponse est oui, mais juste avoir confirmation de votre part sur le fait que ce guide d'évaluation a bien été fait en coordination avec le guide d'évaluation des situations d'évaluation des situations de danger qui a été développé par la Haute Autorité de Santé sur le volet protection de l'enfance, aide sociale à l'enfance. Et puis par ailleurs, toujours pour vous, quand le secrétariat d'État à la protection de l'enfance a été créé en 2019, il y a eu des questions, des réflexions à l'époque sur un double rattachement à ce ministère, Solidarité Santé, et au ministère de la Justice.
Et on dit souvent que les populations, les publics, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance et ceux qui sont à la PJJ sont souvent les mêmes publics, bon, en tout cas pour une grande partie. J'ai dû faire à peu près 350 déplacements pendant les 3 ans et demi où j'ai été ministre. Et vous êtes venu à Nancy. Et je suis venu à Nancy, et je pense que d'ailleurs, c'est la seule exception par rapport à la question que je vais vous poser. J'ai fait à peu près la moitié de mes déplacements portés sur la protection de l'enfance. Je pense que donc sur 150 à 200 déplacements portant sur ce sujet-là, je n'ai vu au cours de mes déplacements qu'une seule fois les gens de la PJJ. Je pense d'ailleurs que c'était à Nancy. Je vous confirme, j'ai été là. Figurez-vous. Voilà, donc vous voyez, j'ai une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. Mais indépendamment donc du Grand Est et de Nancy, jamais, une seule fois, au cours de mes déplacements, n'étaient présents les personnes de la PJJ. Alors la question, ce n'est pas la question du ministre, mais c'est la question derrière des relations institutionnelles entre les professionnels de la PJJ, entre la PJJ et les services de l'aide sociale à l'enfance. Donc quand vous interrogez par ailleurs les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, vous disent que depuis quelques années, de moins en moins, ils sont en relation avec la PJJ et les professionnels de la PJJ. Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. Alors je vais éviter d'être trop local. Je vais parler, puisque je parle au nom de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous sommes la protection de l'enfance également, la protection judiciaire de la jeunesse. Nous participons en plein à la politique publique de protection de l'enfance. Alors une fois que c'est dit, c'est comment ? Comment c'est effectivement sur des collaborations qu'il faut maintenir en continu, sur des comités de pilotage qui traitent de certains sujets, sur des appels à projets conjoints, quand les établissements vont devenir conjointement autorisés par la protection judiciaire de la jeunesse et par l'aide sociale à l'enfance. Et certes, sur les 10-15 dernières années, on a vu quand même nos chemins un petit peu se séparer par rapport à ça. Je crois quand même que la politique de l'administration centrale incite depuis 4-5 ans à revenir à ce qu'on faisait avant. Je donne un exemple. Les schémas directeurs de protection de l'enfance, avant, ils étaient co-signés. Ça fait quelques années qu'ils ne sont plus co-signés. Alors, il y a certes le préfet qui le signe au titre de l'État et puis le président du conseil départemental, mais avant, vous pouvez trouver, ce n'était pas rare, la signature du directeur territorial de la PJ. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si naturellement on continue à travailler sur ces préparations-là. Mais dans la symbolique, c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant, puisque je conçois, en tout cas, là je vais parler local, sur mon territoire, que rien ne peut se faire sans la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance, je les incite à ne rien faire sans la protection judiciaire de la jeunesse. Je donne un exemple. Alors là, on va partir dans peut-être quelque chose qui nous éloigne du sujet, mais si on prend la question du placement éducatif avec présence à domicile et avec la décision de la Cour de cassation, aujourd'hui, tous les sujets-là sont la transposition de cette mesure-là sur de l'AEMO ou de l'AEMO renforcée et travailler entre les conseils départementaux et la PJJ. Et on est au rendez-vous. Peut-être pas suffisamment, puisque vos déplacements ne vous l'ont pas confirmé, Monsieur Taquet, mais je peux vous assurer que mes collègues directeurs territoriaux et la directrice nationale incitent systématiquement à ce qu'on soit présent. Je reviens sur l'évaluation, le guide de l'évaluation. Alors oui, l'intention de départ, c'était qu'il puisse être le quatrième volet, quatrième opus de ce qui avait été fait avec l'HAS sur les autres référentiels de l'évaluation. Ça n'a pas été le cas finalement, ça n'a pas été retenu comme ça. Par contre, il a bien été publié avec ce label quand même un petit peu de l'HAS, mais il y a eu une publication beaucoup plus PJJ et une utilisation forcément qui indique beaucoup plus PJJ, mais j'invite vraiment tous les travailleurs sociaux ou tous les acteurs de prise en charge à aller voir ce référentiel qui est très utile pour l'évaluation qui doit être une évaluation continue, je l'ai dit tout à l'heure. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Vous avez souligné qu'il n'y avait pas de prise en charge spécifique des auteurs d'infractions à caractère sexuel en milieu pénitentiaire. Est-ce que vous avez une préconisation, une recommandation ? Cela existe pour les majeurs, auteurs d'infractions à caractère sexuel. Alors, en principe, ça pourrait être embarqué, les jeunes pourraient être embarqués dans cette spécificité, mais comme vous l'avez souligné, je me demandais si vous aviez des recommandations particulières à faire pour ce domaine. Alors, quand je dis qu'il n'y avait pas de prise en charge spécifique, je les comparais au régime standard renforcé, enfin les 3 régimes que j'évoquais. Il n'y a pas un régime spécifique qui a été créé en détention pour la prise en charge
de ces jeunes. Oui, la préconisation, c'est la même que je ferai par rapport au programme qu'on a évoqué ce matin, comme le programme PASSIS de M. Lavanne évoqué, comme Guy Dadeau ce matin par Mme Tabé. Là aussi, je pense qu'en détention, il faut avoir des programmes spécifiques. Alors, quand je dis ça n'existe pas, il y a des initiatives, et naturellement, et moi j'en connais sur le territoire qu'est le mien. J'ai évoqué tout à l'heure la maison d'arrêt d'Épinal. On a des interventions spécifiques sur la question de la vie affective et sexuelle. On fait intervenir donc, le centre hospitalier de Lunéville sur la santé sexuelle. On fait intervenir d'autres associations. Mais on est sur des actions, on n'est pas sur un programme. Il faut vraiment créer un programme, un parcours de prise en charge. La difficulté en détention étant que quand même la temporalité d'une détention, et c'est tant mieux, chez les mineurs reste quand même assez réduite, que si on est en détention provisoire, la temporalité reste incertaine puisqu'il y a quand même pas mal de calculs à faire par rapport à ça. Et puis ensuite, sur les détentions fermes, notre objectif, c'est quand même de pouvoir rapidement aménager la peine pour éviter qu'elle se fasse dans les murs, plutôt qu'elle se fasse hors les murs. C'est notre objectif et c'est notre travail. C'est même notre vocation et notre ADN. Merci. Une question? Oui, Madame Tourette, juge des enfants. Une remarque, une question. La première remarque, c'est sur la collaboration PJJ, aide sociale à l'enfance. Donc ça dépend des territoires, ça dépend des personnes qui y sont dessus, mais ça dépend aussi évidemment d'une volonté politique des départements de vouloir soutenir cette collaboration. Et je voudrais faire une remarque sur les finances du département actuellement. Parce que nos finances publiques, du fait de choix politiques nationaux, font qu'il y a une dégradation des finances publiques locales et qui se couple avec des volontés politiques d'orientation où on décide de certaines choses. Alors la protection de l'enfance reste une des priorités de mon département en tout cas, quoique des fois je me pose des questions. Alors, ça, c'est juste ma remarque. Deuxième question, plus PJJ. Donc, on a bien vu qu'au niveau, donc, vous intervenez principalement procédure pénale. Procédure pénale quand il y a une poursuite pénale. Donc, ce qui fait qu'on voit bien que sur la ramification, il y a énormément de jeunes qui, quelque part, ne sont pas pris en charge dans ce panel, cette richesse qui est possible, que vous déployez très habilement dans votre territoire. Et je me dis, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous pourriez ou pouvez intervenir sur des alternatives aux poursuites, ou si, par exemple, il y a des classements, est-ce qu'aujourd'hui, la PJJ peut intervenir sur ces jeunes parce qu'il y a un classement, qu'est-ce qu'on fait, hein? Parce que là, on parle des jeunes où il y a une culpabilité, il y a une poursuite, mais tous les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, donc, je sais qu'il y a chez moi des mesures de réparation en alternative aux poursuites ou avec des classements après réussite. Enfin, j'ai plus le terme en tête, j'étais procureur dans une autre vie, vice-procureur, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est toujours le repérage et essayer de toucher le maximum de mineurs auteurs de violences sexuelles, parce que ce que vous nous vendez, entre guillemets, ça a l'air super, avec des améliorations. Je vends rien, par contre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le prisme, malheureusement, on touche un petit nombre. Hein, vous avez vu les statistiques que vous avez exposées. Donc voilà, comment on pourrait peut-être mieux intervenir tout le long des procédures et pénales et même peut-être autres. Voilà. Alors, s'il y a classement sans suite, on n'interviendra pas, hein, vous le savez beaucoup mieux que moi. Si on est sur le champ de l'alternative aux poursuites, naturellement, qu'il ne faut surtout pas négliger cette partie-là des jeunes qui nous sont confiés, parce que c'est effectivement à cet endroit-là que se trouvent quelquefois les futurs mineurs qui vont être déférés devant un parquet, présentés au juge des enfants, et qui vont rentrer dans des parcours beaucoup plus longs, ceux que j'ai décrits, puisque c'était aussi l'objet de notre rapport. Oui, il faut renforcer l'offre en alternative aux poursuites. Alors, pareil, là, je vais parler un peu de ce que je connais, c'est-à-dire de mon territoire. Ça existe. Hein. On a des stages spécifiques sur les mineurs auteurs de violences sexuelles qui sont pris en charge dans le cadre de l'alternative aux poursuites. On a des partenariats pour ça. Les crédits de justice de proximité nous ont permis de booster notre offre éducative. Donc, on travaille avec énormément d'associations pour avoir vraiment, si ce n'est pas un programme, c'est au moins un module bien identifié pour prendre en charge ce public-là. Là où il faut qu'on s'améliore, c'est qu'il faut être beaucoup plus rapide dans la réponse vis-à-vis de ces mineurs-là. Souvent, les mesures alternatives aux poursuites ne sont pas considérées en
entre guillemets comme les mesures prioritaires. On va plutôt aller vers un contrôle judiciaire parce qu'on a cette appréhension du contrôle judiciaire et de l'ordre public qui peut en découler. Je dis souvent à mes équipes que, bien au contraire, allons sur les primo-délinquants, allons sur l'alternative aux poursuites, parce que c'est là qu'on peut stopper des trajectoires. Et puis il y a tout le champ de la prévention, même hors judiciaire. Je pense qu'il faut continuer à travailler. Il y a eu quelques orientations, si ça ne m'échappe, du garde des Sceaux récemment qui nous incite à revenir aussi sur le champ de la prévention, et notamment auprès des établissements scolaires. Et je vois l'offre aussi qui est la nôtre en valeurs de la République, Expo 13-18, des choses comme ça. Il n'y a pas, à ma connaissance, mais sans doute que je me trompe, mais peut-être qu'il faudrait aller aussi en partenariat, en sortant de nos couloirs de nage respectifs, chacun de son côté, on se réunit et créer peut-être un module qui viendrait à destination des collèges pour pouvoir aussi être sur la prise en compte de ce public avant qu'il rentre dans des trajectoires judiciaires, qu'elles soient en alternative ou sur des trajectoires de jugement. Merci beaucoup.